Monsieur le rapporteur, monsieur le président, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous avons souhaité, je le rappelle, démarrer les travaux de la mission par un examen global de la situation économique du sport professionnel. Ce matin, nous avons entendu monsieur David Tellib, président de la Ligue nationale de handball et de l'Association nationale des ligues sportives professionnelles. Cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Pierre Suta, président de la Fédération française de basketball depuis 2010 et depuis peu de l'Union des fédérations des sports professionnels. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Suta, à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct, mais aussi en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Après le football, la semaine dernière, avec Jean-Marc Mikeler, le handball ce matin, nous abordons aujourd'hui le basket. Enfin, vous aurez l'occasion aussi de parler des autres disciplines du sport professionnel. Je souhaite vous entendre sur la situation dans laquelle ce sport, le basket, se trouve aujourd'hui, après bientôt 1 an et demi de crise sanitaire. Il me semble que les clubs ont fortement souffert au niveau de la billetterie et nous aimerions donc avoir, de votre point de vue, un état des lieux. Au-delà, les fonctions que vous occupez vous donnent une perspective globale sur le sport professionnel et le sport amateur. Voyez-vous des évolutions à encourager sur ce sujet, s'agissant notamment de la solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur? Enfin, nous le savons pour vous avoir déjà auditionné avec Cédric Roussel dans le cadre de nos travaux sur la loi du 1er mars 2017 sur le sport, la loi dite Braillard, vous avez un certain recul, une expérience, diraient certains, sur les enjeux liés aux ligues fermées, dont on a vu comme ils ont agité non seulement le football européen récemment, mais aussi beaucoup d'autres disciplines, dont le basketball. Et donc, vous nous parlerez peut-être de votre appréciation, notamment de la question de l'Euroleague, pour nous éclairer sur notre réflexion. Monsieur le Président, vous allez disposer de 10 à 15 minutes en propos liminaires, et puis je vous propose qu'ensuite, avec le rapporteur Cédric Roussel et puis les députés qui assistent à l'audition, nous sommes 12 membres de la mission d'information parlementaire, nous puissions avoir un échange de questions-réponses. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous tous. Je pars de la genèse, de la raison d'être d'une fédération comme la nôtre. Nous recevons une délégation du ministère avec 2 grandes missions. Première mission que j'appelle la performance. Dans la performance, il y a deux dossiers. La performance immédiate, c'est-à-dire sélectionner les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses pour être présents et performer sur les compétitions immédiates, exemple les Jeux Olympiques à Tokyo. La deuxième partie de cette performance, c'est la performance durable, c'est-à-dire organiser les choses pour que nos jeunes filles, jeunes garçons que nous recrutons, que nous détectons, que nous mettons dans une filière, arrivent un jour aux équipes nationales et au moins sur le secteur professionnel. Donc ça, c'est la première grande mission, comme toutes les fédérations, le foot, le hand, etc. Deuxième grande mission que nous avons, c'est l'animation des territoires. Et l'animation des territoires, aujourd'hui, nous avons une activité principale, c'est l'offre de compétition, dont nous, de basket traditionnel et depuis peu de 3 contre 3, dans lequel nous avons là-dessus un réseau. Nous subdéléguons une partie je dirais, de cette activité à des ligues et des comités pour le secteur dit amateur, et nous subdéléguons, parce que nous l'avons souhaité, à une ligue professionnelle, et donc le secteur professionnel avec des activités qui sont bien définies. Pour ce faire, et comprenez que tout est lié, c'est que nous avons besoin du secteur professionnel pour travailler sur la performance durable, donc ce sont les centres de formation, mais nous avons aussi besoin du secteur professionnel pour qu'il permette de continuer je dirais, à faire progresser nos joueurs et nos joueuses, je dirais, du premier plan pour les équipes nationales. Donc ça, c'est la manière dont les affaires fonctionnent. Et quand tout à l'heure Régis parlait de solidarité entre sport pro et sport amateur, elle est déjà là. Nous détectons des jeunes, nous le mettons dans un moule pour pouvoir, à un moment donné, nourrir les effectifs des équipes professionnelles.
Et à contrepartie, dans le secteur professionnel, avec la notoriété, avec l'image, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, permet à sensibiliser les jeunes et de choisir notre sport. Donc ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail des affaires. Aujourd'hui, le Code du sport nous dit, nous sommes, nous, une fédération qui sommes détenteurs des droits audiovisuels et des droits de marketing de nos, je dirais, des activités. Quand nous subdéléguons cette activité donc, aux ligues professionnelles, nous restons propriétaires de ces droits audiovisuels et nous essayons ensemble de valoriser ces assets que sont je dirais, les compétitions et les images liées aux compétitions. Et c'est une force, je pense, de pouvoir le faire ensemble. Si nous devons céder ces droits audiovisuels à une ligue professionnelle, la ligue professionnelle va chercher uniquement à développer je dirais, son dossier, son asset, sans tenir compte des autres assets que nous avons au niveau d'une fédération. Je prends l'exemple du basket féminin, qui est quand même aujourd'hui encore très difficile je dirais, à vendre. Je pense aussi à la formation, je pense aussi au secteur semi-professionnel, etc. Donc aujourd'hui, quand on regarde le basket français, nous avons, au niveau de la fédération, deux types de droits audiovisuels que nous avons réussi à vendre par le passé. Le premier, concerne les compétitions de clubs, donc la Ligue nationale de basket et la Ligue féminine de basket. Donc ensemble, nous avions négocié un contrat avec RMC. Et le deuxième produit que nous réussissions à vendre, nous, fédération, ce sont les rencontres amicales des équipes de France avant les grandes compétitions internationales qui, elles, sont régies par la FIBA et dont les propriétés des droits audiovisuels sont à la FIBA. Donc, ça veut dire qu'on avait réussi par le passé à trouver un bon équilibre entre ce secteur dit professionnel et les équipes nationales. Pour faire clair sur le montant financier que nous avions touché à l'époque, sur la Ligue nationale de basket, c'était 10 millions d'euros par an pendant 5 ans. Nous avions la taxe buffet et nous avons une répartition 85%, 15%. 85% du montant net restait à la Ligue nationale et 15% net restait à la fédération pour permettre à un moment donné à la fédération de dépenser sur des budgets liés au secteur professionnel. Je parle de l'arbitrage de haut niveau, etc. Donc ça nous permettait, cette solution, de pouvoir négocier en direct avec RMC un montant de 3 millions d'euros annuels pour pouvoir couvrir les matchs amicaux des équipes nationales. Donc, par le passé, la Ligue nationale, globalement, avait 10 millions d'euros, 85% de 10 millions d'euros en enlevant taxe buffet, et nous avions, 15% de 10 millions d'euros, plus les 3 millions d'euros pour la fédération. Depuis le Covid, on est passé de ce montant à zéro. Et ça a été quand même difficile de trouver un opérateur. On a eu l'opportunité d'être avec l'équipe télé ensemble. L'équipe télé produit les rencontres, heureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour nous de rencontres. Et derrière, il n'y a pas de retour financier. Donc, c'est une perte évidemment importante pour le basket et une perte importante pour le secteur professionnel et pour la fédération. Donc, on en est là aujourd'hui. Je pense qu'à part aujourd'hui le foot et le rugby, et je pense le hand qui est sur une queue de contrats payants, on va tous être dans cette situation. Donc aujourd'hui, on se pose les questions de l'avenir de nos sports qui ne sont pas des sports premium. On a quelques rencontres qui sont des rencontres premium, mais globalement, nous, on est à la frange, notre produit, entre le sport premium, le foot, etc. Et je dirais le sport qui n'est pas du tout premium. On se pose la question de travailler sur des plateformes OTT pour essayer de trouver des solutions pour agrandir complètement le nombre de téléspectateurs. Aujourd'hui, on cherche la masse. On cherche la masse et une des opportunités pour nous, c'est peut-être de proposer des rencontres gratuites et au travers de ça, de chercher des solutions à trouver des partenaires comme des namers ou des partenaires qui vont accompagner effectivement ces compétitions. La difficulté du basket, Régis en a parlé, c'est que depuis 20 ans, on subit une structure privée qui s'appelle ECA, qui a proposé donc 2 compétitions, pratiquement fermées, qui sont l'Euroleague et l'Eurocup. Le basket est très fractionné. Nous avons la NBA
et la NBA vend des droits donc, qui sont à beIN Sport. L'Euroleague a vendu des droits donc, à RMC. Le basket français est sur l'équipe TV et la FIBA, au travers de ses compétitions, est sur Canal+. Donc, vous voyez un peu l'éclatement pour un fan de basket de vouloir suivre à un moment donné du basket de très, très haut niveau. Mais bon, c'est aujourd'hui une situation sur laquelle on est obligé de composer. Ce que je veux dire, c'est que demain, et on l'a vu avec le foot, c'est qu'une ligue complètement fermée, l'objectif de cette ligue fermée, c'est prendre l'intégralité des assets des ligues nationales. Aujourd'hui, l'Euroleague est un déficit cumulé annuel à peu près 300 millions d'euros. Donc, pour pouvoir devenir positif et progresser, il faut absolument qu'on tue la concurrence. Et cette ligue est une ligue, ce n'est pas une compétition européenne dans laquelle des clubs français et d'autres participent, c'est une ligue qui est concurrente de nos ligues. Et aujourd'hui, le choix que risquent de faire certains clubs, comme le foot a failli faire, c'est que certains vont sortir des championnats nationaux pour aller vers ces ligues fermées. Je prends un exemple très simple. On a appris hier qu'un de nos meilleurs arbitres a été directement recruté pour aller à l'Euroleague sans compensation. Nous avons au niveau de la NBA un système de compensation qui existe qui existe entre le sport privé, le sport professionnel et le sport amateur. On parle du buy-out, c'est-à-dire qu'un joueur qui signe son premier contrat à NBA, le club dans lequel il a signé le contrat retourne au club quitté entre 700 000 et 1 million de dollars, quand même, c'est pas rien. Ça existe à la NBA, ça permet à un moment donné de couvrir les frais de formation de nos joueurs. Ça n'existe pas au niveau de l'Euroleague. Donc, nous, on a vraiment besoin, quelque part, et j'espère que la présidence Union européenne, dans les quelques semaines à venir, va permettre d'ouvrir le dossier et d'avancer. On est en très, très grande difficulté parce qu'aujourd'hui, nous, fédérations, au titre du secteur amateur, nous détectons, nous formons des jeunes, nous les mettons dans un moule pour qu'ils deviennent des joueurs professionnels. Et aujourd'hui, il n'y a pas de retour sur cette compensation. Et le seul retour qui existe aujourd'hui, c'est au travers des droits audiovisuels qu'on arrive à maîtriser entre une fédération et une ligue professionnelle. Voilà, donc on est très inquiet à l'avenir parce qu'on a fait le point, par exemple, avec notre Ligue nationale de basket hier. On se pose des questions sur le nom du Nemer. Je pense que vous devez être un peu au courant. C'est un opérateur de paris sportifs. Aujourd'hui, avec Covid, on a une ligue qui est financièrement en très grande difficulté, la perte des droits audiovisuels, la perte de partenaires principaux et la difficulté globalement des clubs de financer aussi ses contributions au niveau de la ligue fait que la ligue est en grande difficulté. Et pour nous, c'est quand même difficile parce qu'une ligue en grande difficulté, c'est un championnat qui rayonne mal et globalement, c'est toute la chaîne du basket français qui est touchée. Voilà. Je pourrais vous parler, pour finir, de l'Union des fédérations de sport professionnel. Pourquoi on a créé cette union? Aujourd'hui, on sait que l'association des ligues professionnelles existe depuis quelques années. Elle fonctionne très bien. Son ancien président, Patrick Wolf, et son nouveau président, qui est président de la Ligue nationale de hand, fonctionnent très bien. Sont capables à un moment donné de faire un vrai travail de fond sur les dossiers avec une capacité de lobbying que nous n'avons pas les fédérations. On s'en est aperçu au niveau de la PJL, sur l'alignement sur le contrat de délégation. Donc, on a souhaité aller un peu plus loin. Donc, on a créé cette union. Cette union, elle a trois grands volets, trois grands objectifs. Le premier, c'est effectivement peser sur le débat au même titre que l'association des ligues professionnelles. Le deuxième, c'est valoriser toute la partie du secteur féminin parce que l'association des ligues professionnelles ne le gère pas à part le volet. Et le troisième sujet, c'est effectivement l'Europe avec cette problématique des ligues privées et derrière le fait qu'on puisse avoir dans quelques semaines que tout à l'heure la présidence européenne qui nous permettrait peut-être d'avancer. Donc voilà les trois objectifs. Et pour finir, vous dire que les sports ne sont pas les mêmes. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, nous sommes tous différents. Et de vouloir aligner globalement sur le foot, à mon avis, une grande erreur. Il y a un grand écart entre le volley, le basket, le hand et puis le rugby, par exemple, et le foot. Voilà, donc il faut respecter, je pense, ces spécificités et faire du sur-mesure. Voilà. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui. Merci Régis, merci Président et rebonjour Président Suta. Je rebondis sur
votre dernier commentaire concernant donc la Commission européenne, puisque je réagis notamment à une phrase que vous avez dite: on ne peut que subir et on subit davantage tant que la Commission européenne n'a pas décidé quel va être le modèle de l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez détailler davantage cette phrase, tout simplement, nous expliquer ce que vous voulez dire par là, et peut-être nous détailler les idées de réforme qui vous semblent nécessaires au niveau européen, s'il vous plaît. Oui, c'est très simple. L'Europe, concernant le sport, considère reconnaît une spécificité du sport. Mais on n'a jamais été plus loin que ça. J'ai eu l'occasion, moi, de participer à une conférence à Bruxelles. C'était avant le Covid, c'était en décembre 2019, sur ce sujet, avec une volonté d'aller plus loin, de creuser cette spécificité. Et un des cas qui est important à traiter, c'est effectivement le modèle européen. Aujourd'hui, en Europe, nous connaissons le système pyramidal. Nous avons dans chaque pays donc un système pyramidal avec des divisions amateurs, des divisions intermédiaires et le secteur professionnel, avec des montées, des descentes. Et je dirais, sur la valeur sportive des équipes, on qualifie pour faire des compétitions européennes. Donc, ce modèle pyramidal, il existe chez nous, mais il n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on est sur un système de formation très souvent à l'université, derrière des structures privées type académie qui commencent un peu à jaillir en Europe, et derrière des ligues fermées, c'est-à-dire que si on est très bon, on est drafté et on intègre dans ces championnats qui sont des championnats fermés, comme la NBA par exemple. Est-ce que l'Europe va se tourner vers, je dirais, un système à l'américaine avec une liberté d'entreprendre, des promoteurs qui veulent investir pour faire des ligues privées et faire de l'argent dessus, ou est-ce qu'on maintient le système, je dirais, pyramidal qui a quand même pour nous des avantages, dans le sens où il permet à des clubs, au système amateur de vivre. Nous, aujourd'hui, c'est quand même intéressant dans nos territoires d'avoir une équipe qui joue en 3e division, qui a l'espoir un jour de monter en 2e division. Mais si la 1re division n'existe plus, pourquoi la 2e existerait? Pourquoi la 3e existerait? Donc, c'est tout ce système pyramidal qui est en mal. Et le deuxième point, cette structure pyramidale héberge des clubs et derrière des bénévoles qui forment, qui détectent des gamins, qui les accueillent. Comment demain ces jeunes vont pouvoir devenir professionnels? Notre sport à nous, par exemple, on sera demain, je dirais, on a un sport où il y a beaucoup d'Américains qui jouent au basket. Et peut-être que la ligue professionnelle fermée ne sera globalement qu'une ligue d'Américains. On aura beaucoup d'Américains qui viendront essayer de gagner leur croûte ici, etc., etc. Quelle valeur ajoutée pour nous? Quelle valeur ajoutée pour nos territoires, je dirais? Donc, on est très, très inquiet par rapport à ça. Et moi, je dis toujours, on ne peut pas, nous, traiter les affaires sur le plan national tant que ce n'est pas traité sur le plan européen. Donc, on sait que d'un côté, on a, au niveau du basket, déposé une plainte contre la structure privée EK en 2016. EK a déposé une plainte contre nous en 2016 aussi. Aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas décidé. Et à mon avis, n'a pas envie de traiter ce dossier. Et je pense que si derrière les chefs de gouvernement, si les États membres ne montent pas au créneau pour essayer de débloquer cette situation et choisir le format, choisir le modèle, on sera toujours en difficulté avec les intervalles. Ça a pris 3 jours pour le foot. Et moi, je suis scotché parce que tout le monde est monté au créneau. Les fans, les joueurs, les chefs d'État, les médias. Alors que nous, ça fait 20 ans qu'on subit ça et personne n'est monté au créneau. Donc, on aimerait effectivement avoir la même chance que le foot, qu'on puisse soit protéger notre modèle, soit aller sur un modèle différent, mais qu'on nous le dise pour de bon. Alors, je rebondis, excusez-moi, je rebondis sur ce que venait de dire la remarque. Tout le monde est monté au créneau. On a entendu aussi toutes les instances, et notamment les fédérations, monter au créneau. Mais dans votre cas, et sur des sanctions possibles, notamment pour les joueurs de l'équipe de France qui seraient amenés à jouer en club dans cette Super League fermée qui ne verra pas le jour donc, au foot, quelle a été l'attitude et quelle est l'attitude de la fédération par rapport, donc, et notamment par rapport à ces menaces qui ont tout de suite pesé à l'orée de cette possibilité de Super League fermée au foot? Alors, le 20 mars 2016, il y a eu un bureau européen à Paris, justement. C'est moi qui l'avais accueilli. Et on avait poussé très fort pour que la Fédération internationale prenne des sanctions. C'était juste avant les Jeux olympiques de Rio. Et on a poussé fort. Bon, la Fédération internationale n'a pas pris ces sanctions. Et je pense qu'elle a très bien fait parce que la Commission européenne
aurait sanctionné la FIBA de prendre ces sanctions. C'est très compliqué. Et notre difficulté à nous, le basket, c'est que nous avons la NBA et la NBA ne libère pas les joueurs. Nous avons des fenêtres de qualification pour les grandes compétitions, comme au foot, mais ces fenêtres de qualification, nous les faisons sans les joueurs NBA. Ces joueurs nous sont libérés au total, compétition comprise, 35 jours. Nous n'avons pas 36 jours, nous avons 35 jours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et effectivement, la structure privée en Europe prend comme exemple son grand frère américain, disant mais pourquoi vous nous embêtez à nous alors que vous êtes incapable de gérer les affaires au niveau de la NBA? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? C'est très, très compliqué. Et notre difficulté à nous, c'est que les fenêtres de compétition, là, de qualification que nous avons, comme le foot en novembre, en février, etc., nous le faisons sans notre première équipe, nous le faisons sans notre deuxième équipe, nous le faisons même sans notre troisième équipe, nous le faisons quasiment, et ça, je n'ose pas trop le dire, avec l'équipe D. C'est comme si au foot, vous demandez à Deschamps de se qualifier pour la Coupe du Monde sans avoir son premier 11, ni son deuxième 11, ni la moitié de son troisième 11. C'est ça la difficulté du basket. Et on n'a aucun levier aujourd'hui pour pouvoir effectivement sanctionner. On a essayé, on sait que la Commission européenne est prête à protéger les équipes nationales, mais aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Alors, ils ne sont pas prêts. On n'a pas le verdict. Ils ne sont pas prêts de sanctionner EK s'ils ne libèrent pas les joueurs. Voilà. Et ça une loi nationale seule ne peut pas l'imposer. Il faudrait… Voilà, c'est ça. Bien sûr. Un joueur qui joue, par exemple, Nando De Colo, par exemple, qui est un des meilleurs joueurs qui joue en Europe, le meilleur parmi les meilleurs, il joue actuellement à Istanbul. Bon, si on veut le sanctionner, que peut faire une loi européenne par rapport au fait qu'il joue là-bas? Donc, il ne peut pas. C'est pas possible. Pareil pour les règles de formation. Alors, les règles de formation, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus je peux y passer des heures et des heures dessus. Hein. La formation, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on nous vole des joueurs, des gosses de 13 ans. Le Real de Madrid nous vole des gosses de 13 ans. On a beaucoup de jeunes qui partent à l'université américaine parce que ce fameux buyout dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le dernier opérateur qui fait signer un contrat à ce jeune à NBA qui touche le pactole. Donc, il s'est créé toute une économie autour de ça avec des rabatteurs, avec des scouts, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on essaie de verrouiller les affaires, que moi, je suis beaucoup intervenu au niveau de la Fédération internationale pour protéger ces flux de jeunes, malgré ça, tous les jours, on en perd. Voilà. On est en particulier, nous, la France, un vrai terroir de talent, parce qu'on a des joueurs, je dirais, explosifs, des athlètes, mais en plus, on sait les former, on a ce savoir-faire. Donc, on est devenu, demain, je le mets entre guillemets, l'Afrique du basket. Les gens préfèrent venir piller chez nous que piller en Afrique, même s'il y a d'énormes talents en Afrique. Parce qu'en plus, chez nous, ils sont formés. Ils ont cet avantage d'avoir les fondamentaux relativement jeunes. Et c'est vrai, je peux le citer, je suis capable de détailler tout ça. Ça devrait figurer donc un petit peu dans le kit minimum du modèle européen, de cette protection des joueurs formés au niveau national, tout comme les règles d'équité sportive par rapport aux ligues. Et voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu sur la question de la spécificité, là, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je reste convaincu, ça fait plus de 20 ans que je bourlingue un peu partout. Le monde, il est coupé en deux. Il y a l'Europe, la nôtre, et le reste du monde. Le reste du monde, je dirais, on ne peut pas maîtriser. Si en Chine, un milliardaire chinois veut faire une ligue fermée, mais qu'il la fasse, je dirais globalement. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Mais l'Europe, la nôtre, il faut qu'on regarde, ça fait partie quand même je dirais, qu'est-ce qu'on veut faire en termes, je dirais, de bien vivre dans notre Europe. Et le sport en fait partie, le sport professionnel en fait partie. Nous, on est au garde à vous, les fédérations. On a une délégation du ministère. Donc, si demain, les données changent, on s'adaptera. Mais aujourd'hui, on nous demande de former des jeunes pour les équipes nationales. On les forme, on nous les vole, on ne peut pas les avoir pour les équipes nationales. C'est quand même… Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pour rester sur l'actualité, est-ce que vous pensez que le basket a un coup à jouer avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la diffusion? Je pense à Amazon, et aussi peut-être DAZN. Ou s'agit-il au contraire d'un risque? Moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on favorise la concurrence. C'est toujours pareil, qu'à un moment donné, on ne peut pas parler d'entente parce que c'est interdit, bien évidemment.
Mais quand il y a des rachats, quand il y a des choses comme ça qui se font entre opérateurs télévisés, automatiquement, c'est les droits qui baissent. Même si l'asset est de qualité, si on ne se presse pas pour l'acheter, ben, les droits baissent. Voilà, donc on l'a vécu, nous. Hein. On a vécu la concurrence entre Canal, à un moment donné, RMC, beIN, tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir un montant, pour nous, record avec RMC sur le mandat précédent. Le fait que, bon, il y a eu Covid, le fait aussi qu'il y a eu quand même des volontés de rachat, le fait qu'on diffuse les chaînes de l'un chez l'autre, etc., fait qu'à un moment donné, automatiquement, il n'y a plus cette concurrence. Écoute, achète le basket, moi, je vais te l'exposer. Donc, pour nous, automatiquement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, chaque fois qu'il y a de la concurrence, automatiquement, c'est bon pour nous. Moi, je suis convaincu. L'avenir de la diffusion, pour vous, ça passe par les pure players? Ça dépend de qui on est. Le foot restera toujours un produit premium. Et au sein de ce produit premium, il y aura des produits vraiment premium dans lesquels tout le monde peut se battre. Le foot peut allotir, pour faire simple. Le foot peut allotir. Nous, on ne peut pas allotir. On n'est pas un produit premium. On a quelques journées qui sont des premiums. Quand on va voir l'Asvel contre, je ne sais pas moi, Paris, demain, enfin, on a quelques produits qui sont des produits premium. Mais le reste, on est en dessous de ça. Donc, si on est en dessous de ça, automatiquement, il faut qu'on trouve des solutions. La première solution pour nous, c'est la mutualisation. Plus on est ensemble, plus on pèsera dans une négociation. On est incapable de s'allotir. À chaque fois qu'on veut s'allotir, il y en a un qui va en tirer les morceaux et les autres vont mourir. Exemple, le basket. Si le basket masculin peut s'en sortir, le basket féminin va disparaître. Voilà un exemple. Donc, on a besoin, je pense, de se regrouper, de se mutualiser. Et après, oui, regarder des solutions qui sont des solutions payantes au travers des supports nouveaux, donc des OTT qui soient payantes, etc. Des solutions freemium avec de la taxe sur des bonnes journées, pourquoi pas. Pourquoi pas. Y compris les autres disciplines sportives quand vous parlez de mutualisation oui, avec le hand. oui, moi je pense, un exemple simple, on travaille depuis quelques mois avec 7 sports sur le regroupement de nos sports professionnels féminins. Aujourd'hui, il y a le foot, le hand, le basket, le volley, le water polo, le rugby, et le basket. Il m'en manque un, le basket, il m'en manque un. Il y en a 7, on est 7. Et on sait que séparément, le seul qui peut s'en sortir, ce serait le foot. À 7, on sera différent. Donc, est-ce qu'à 7, on travaille sur une plateforme de marque? L'étape d'après, ça va être de chercher à être diffusé. Et pour être diffusé, bon, le but, c'est peut-être ensemble de créer cette OTT ou d'être au sein d'une OTT globale, peut-être au sein du comité olympique ou ailleurs. Mais seul, on n'aura pas le water polo. Qui va acheter le water polo? Sincèrement, personne. Voilà. Donc, c'est le hockey sur glace qui m'a manqué. Qui va acheter le hockey sur glace féminin? Personne. Donc, si on veut vraiment exister, on est obligé de se réunir. Donc, on pense que c'est une solution. Donc, pour résumer, oui pour la concurrence et nous, oui pour la mutualisation. Ouais. Oui, là, vous parliez de la mutualisation effectivement du sport féminin. On avait eu l'occasion d'interroger Béatrice Barbus qui nous avait donc expliqué ça. C'était pour la recherche de partenaires sportifs, qui est aussi un… D'ailleurs, combien pèse le partenariat sportif dans votre modèle économique? Bon, à mon avis, un peu plus, puisque là, on est arrivé à des droits TV quasi zéro, c'est ce que je comprends. Mais la fédération? Oui. Oh, ben, la fédération, nous, on avait un budget de 38 millions d'euros avant Covid. On est tombé à 28 millions d'euros. Et sur les 28, la part du partenariat, c'est 10 millions d'euros. Elle est stable ou pas? On s'est battu. C'est vrai qu'on s'est battu pour que ça soit stable parce on fait du bon travail, mais ça reste quand même très fragile. Donc, c'est bien ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, cette réflexion pour le sport féminin, trouver des modèles, d'ailleurs, c'était une particularité de l'audition qu'on avait pu avoir, puisqu'il y a une vraie approche nouvelle aussi, cette mutualisation. Comment, parce qu'il y a quand même dans les sports que vous avez cité un à nouveau, donc dans le sport féminin, notamment le football, qui était plus bankable, on va dire, que les autres.
juste pour comprendre comment ça s'organise ensuite dans la répartition que ce soit des fruits des partenariats sportifs ou là, en l'occurrence, dans le sujet On n'en est pas là. On vient de conclure la première étape sur laquelle on a travaillé sur 3 grands dossiers. Le premier dossier, c'est la gouvernance. On va essayer de travailler sur une gouvernance à peu près similaire, voilà, dans laquelle on va mettre autour de nous non seulement les joueuses, les clubs, etc., les fédérations, mais aussi le monde des collectivités locales, mais aussi le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on essaie globalement de copier ce qui se fait au niveau de l'ANS. Ça, c'est le premier gros dossier. Deuxième gros dossier, c'est le champ de la performance. Comment ensemble on peut être plus performant en partageant déjà ce que nous faisons de bien sur les centres de formation, sur l'optimisation de la performance, parce que l'objectif des 7 sports, c'est gagner les médailles en 2024 aussi. On est tous des sports olympiques. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est le business. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a confié une étude à PwC qu'on a conclue, que j'ai menée. C'est moi qui ai piloté cette étude. Aujourd'hui, on a travaillé sur une plateforme de marque avec le positionnement. Donc, je pourrais faire passer ces éléments. Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Quels sont les bons messages, etc., pour que les gens s'y reconnaissent. On n'en est pas encore à la démarche de dire si on trouve 1 million d'euros, comment on va répartir les choses. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est de savoir si on est prêt ensemble à aller plus loin. Et notre posture ne sera certainement pas une posture de vendre le produit sportif. Ça va être le fait de vendre l'initiative des 7, d'être sur du RSE. Ça me paraît important, et d'être sur le RSO, être sur des positionnements différents. Et considérer que comme c'est du sport féminin, ces femmes seront des modèles quelque part pour les jeunes. C'est là-dessus qu'on va se positionner. Donc après, où ça va nous amener, j'en sais rien. Est-ce que ça nous amènera vraiment des sommes importantes? Ce n'est pas sûr. Mais peut-être qu'il y aura une reconnaissance territoriale qui sera différente parce qu'on va essayer de la développer au travers des gens qui financent aujourd'hui le sport. Les collectivités locales, ils sont quand même globalement à 50% les gros contributeurs du sport. Chercher des partenaires sur les territoires, mais aussi peut-être au niveau du mécénat. Chercher à développer le mécénat qui est quand même un outil important. On est vraiment, Cédric, à cette phase-là de construction. L'étape d'après, c'est effectivement quel produit on va vendre et comment on répartit. On verra ça, je pense, au mois d'octobre ou novembre. Vous avez parlé d'impact territorial quelque part, enfin là dans l'exemple que vous avez cité. La semaine dernière, c'est une question que j'ai posée aussi à David Tebib. La semaine dernière, on a auditionné donc Jean-Marc Mikeller qui évoquait davantage de solidarité au niveau local entre le sport professionnel et le sport amateur, sans nécessairement passer par le niveau fédéral et dans le but de tisser donc des liens dans chaque territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis convaincu de ça. Aujourd'hui, la gouvernance qui se met en place, bon, on va vivre une période post-Covid qui va être très délicate sur le plan financier et le plan des ressources. Nous, fédération, on développe des PSF. On nous oblige à développer des PSF. Derrière, je dirais, une politique verticale dans laquelle on se raccroche à notre raison d'être, à la performance et puis l'animation des territoires. Donc, on a cette déclinaison verticale et sur les territoires, on a des PST. Demain, il y aura aussi des PSL, des plans sportifs locaux. Et l'idée, c'est d'avoir cette matrice où on match entre ce qui est, je dirais, ce qui vient d'une fédération et ce que les territoires veulent faire aussi de leur territoire, même du sport. Et là où on doit être intelligent tous, c'est développer des choses qui fonctionnent. Ça ne sert à rien à un moment donné de dire, je dis n'importe quoi. À Niort, il y a un club de foot important. Le foot, ils ont choisi de faire un club de hand à côté. Pourquoi on irait développer un secteur professionnel de basket? C'est comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi on irait se battre, je dirais, contre nature pour développer un projet qui ne peut pas exister, compte tenu du fait qu'il va falloir rentabiliser ou optimiser globalement les ressources des uns les autres. Donc, c'est comme ça qu'on peut travailler le sujet. Le maillage du sport professionnel est important, laisser une place intéressante, mais comment pour le sport féminin, le sport pro-féminin? Est-ce qu'on doit l'associer systématiquement à un projet masculin? Est-ce qu'on doit le différencier? Est-ce que c'est lié à un projet différent d'une métropole, d'une ville moyenne, etc. C'est ce type de projet sur lequel il faut qu'on travaille à l'avenir. Et je pense qu'à avoir une union que je préside aujourd'hui et puis une association de Ligue Pro, c'est justement intéressant parce qu'on peut travailler ce développement territorial. Est-ce que sur la question
du modèle financier de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Aujourd'hui, on peut aller un petit peu plus loin sur la question des taxes affectées. Est-ce qu'on peut… bon, la taxe Buffet, aujourd'hui, c'est essentiellement quand même le foot qui, là, du coup, a une péréquation vis-à-vis des autres disciplines. Mais quand on regarde après les conventions, fédérations, ligues, c'est essentiellement le foot et le rugby aujourd'hui qui ont les moyens, hein, tout simplement, de pouvoir redistribuer au secteur amateur. Bon, il faudrait qu'on regarde attentivement aussi les conventions entre associations sportives et clubs professionnels dans les territoires. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que sur la question du sport amateur, et en particulier qu'on ait un fléchage peut-être plus particulier sur le sport féminin, et qu'on ait peut-être une péréquation qui avantage un petit peu plus les disciplines hors football? J'en suis convaincu de ça. La taxe Buffet, elle est abondée par le foot, point barre. On n'y existe plus, nous. Nous, un peu le rugby, bien sûr, mais nous non. Donc aujourd'hui, comment organiser au sein de notre fédération, avec notre ligue professionnelle, un semblant je dirais, de solidarité. Hier soir, on a un bureau fédéral, on a fait le point avec le président de la Ligue nationale sur ce sujet. Bon, aujourd'hui, il aimerait pouvoir faire, mais il n'a plus les moyens de faire. Voilà. Il aimerait pouvoir faire, il n'a plus les moyens de faire. Et nous, on lui a dit qu'aujourd'hui, si lui n'a plus les moyens de faire, nous, on n'a aussi plus les moyens de l'aider. Donc aujourd'hui, la solidarité, c'est un vœu pieux. On n'a pas les solutions. On n'a pas la solution. Donc, comment générer je dirais, des recettes financières pour qu'on puisse exercer ce type de choses? Donc, nous, qu'est-ce qu'on amène? Il faut qu'on aille dans le sens, je dirais, de chaque sport. Qu'est-ce qu'on amène au sport professionnel et qu'est-ce que le sport professionnel nous amène? Et comment derrière on peut effectivement le valoriser. Et c'est là que je disais que chaque sport n'est pas le même. Très sincèrement, nous on est proche du hand globalement, le rugby ils sont loin devant nous, mais le volley ils sont derrière nous. Le volley c'est presque la fédération de volley qui aide le secteur professionnel. Bon, je ne parle pas du hockey sur glace et compagnie. Donc je n'ai pas d'idée. Alors est-ce qu'on doit passer par exemple par la valorisation des droits sportifs? J'en sais rien, je dis peut-être une bêtise. Mais bon, aujourd'hui, ils se battent tous pour jouer en première division. Les droits sportifs, ils nous appartiennent, nous, fédérations. Voilà. Donc aujourd'hui, le système pyramidal fait qu'on accède à ce droit sportif au travers d'une compétition, ce que je disais tout à l'heure. Mais si demain, ces droits sportifs, ils n'existent plus, si ce système pyramidal, il est mis à mal, on se retrouve à des situations, et c'est de plus en plus ce qu'on entend. Il y a des gens qui veulent acheter les droits sportifs du voisin. J'ai eu l'exemple 2 clubs de Pro B de la région alsacienne, Gris et Souffel. Il y en a un des deux qui arrête. Il était prêt à vendre son droit sportif au Havre, alors que c'est interdit. Le droit sportif, il nous appartient. Ils ne sont pas à vendre, le droit sportif, ils nous appartiennent. Donc les gens se disent, mais tout est à vendre, pourquoi pas les droits sportifs? Donc est-ce que c'est une clé? J'en sais rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre force à nous, les fédérations et les droits sportifs, parce qu'il y a ce système pyramidal. Mais s'il n'existe plus ce système pyramidal, on est tous morts. Voilà. Pour nous, c'est une des clés de force. Et on a absolument besoin, alors quand on parle effectivement qu'on ne veut pas que les ligues aillent trop loin dans leur volonté d'autonomie, qu'est-ce qu'ils veulent, les ligues? Ils veulent gérer leur compétition, gérer leurs droits sportifs, avoir peu de comptes à rendre aux fédérations, c'est-à-dire globalement, tous les assets positifs, ils les veulent. Tout le service public, c'est à nous de le faire. Ils sont globalement financés. Donc, c'est pour ça qu'on est contre le fait de remonter sur un bloc de compétences au niveau de la loi. On est contre ça. On est contre ça. On considère que le bloc de compétences, il doit se faire, il doit se négocier au travers des conventions. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous les mêmes. Et moi, j'y tiens, j'ai eu l'occasion de discuter avec Cédric, j'y tiens fermement ça, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On va démarrer là, le 30 juin la première réunion de travail avec la Ligue nationale pour le projet de convention à venir. On est content que le projet de loi nous protège dans l'alignement des principes des respects de la République, mais après, derrière, dans le quotidien, je dirais la formation des arbitres, dans le fait qu'on veut absolument que les jeunes puissent jouer à ce niveau, tout ça, toute cette déclinaison locale, elle appartient à chaque sport. Elle ne peut pas être à un moment donné remontée sur les niveaux d'une loi. Nous, on en est convaincus de ça.
Et la société commerciale, du coup? Moi, je ne suis pas contre. Nous, la fédération, on a créé une structure d'investissement qui s'appelle FFBB Invest. C'est passé à l'Assemblée générale de la fédération au mois d'octobre. Nous avons créé une société commerciale qui a permis de racheter l'activité des Oops Factory. Je ne sais pas si ça vous parle. Les plateformes commerciales type Oops Factory qu'on veut développer parce que pour nous, on veut rentrer dans le champ du sport marchand et on veut être là-dedans aussi. On ne veut pas que ce soit uniquement des promoteurs privés qui gèrent ça. Donc, on a, nous, l'habitude de faire la société commerciale. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais du moment où ça soit quelque chose qui soit partagé avec la fédération. Et si c'est pour le bien de tous, c'est-à-dire du sport pro, parce qu'on veut que le sport pro se développe, de la fédération, de la formation, etc., je dirais, si c'est une clé pour pouvoir avancer, il n'y a pas de problème avec ça. Je reviens sur la question puisque les droits TV, hein, cette mission, elle touche nécessairement donc aussi à des réflexions sur le modèle économique. À vous entendre parler d'un système pyramidal où effectivement vous parlez d'histoire, de raconter donc j'ai envie de dire une histoire. Vous avez parlé de valeurs RSE et on a beaucoup parlé de l'échelon territorial, l'échelon local. Qu'est-ce qui pourrait et quels seraient donc je dirais les nouveaux leviers, je dirais en plus d'une taxe buffet qui, bon, ne serait-ce que le nom n'est peut-être pas un nom approprié, c'est-à-dire taxe. Je veux dire par là que il faut quand même qu'on comprenne à quoi servent ces fonds. À quoi ils sont dédiés, dans quelle stratégie globale. Mais est-ce que vous avez un groupe de travail où justement c'est peut-être le but de ce nouveau collectif pour pallier à cette source qui se tarit des droits TV spécifiquement sur les sports les plus confidentiels, on va dire ça comme ça, en tout cas qui sont moins télégéniques, parce que je comprends là de ce que vous dites que vous sonnez la sonnette d'alarme là justement parce que la source se tarit, voire là on est à trouver simplement quelqu'un qui puisse couvrir les coûts de production. Quelles sont les pistes et parmi ces pistes ou ces réflexions-là, outre, je comprends, une gouvernance partagée, un projet d'ensemble où on associe les collectivités également et une vraie réflexion où il n'y a pas une compétition même entre peut-être les régions elles-mêmes, les départements, les villes, mais une réflexion sportive comme on le souhaite d'ailleurs, tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire au niveau européen. Quelles sont un petit peu les tendances aujourd'hui de réflexion que vous avez? Je dirais 2-3 réponses. La première, il faut régler le problème européen. On ne peut pas traiter le dossier français tant qu'on n'a pas traité le dossier européen. C'est très clair. Je prends l'exemple. La Ligue nationale de basket a beaucoup travaillé pour développer ses droits télé, son marketing, des labels clubs, etc. etc. Nous avons Tony Parker, qui est président de l'ASVEL, qui cherche financièrement à développer, je dirais, son projet basket. Il veut une licence garantie à l'Euroleague et il a pompé les droits télévision, je dirais, de la Ligue nationale pour le concentrer sur son club de l'ASVEL. La structure donc privée a proposé donc à Amazon, à Jeep, qui étaient les partenaires principaux de la Ligue, disant « Mais pourquoi vous contentez la France? Moi, je vous propose de l'Europe, avec un niveau de compétition qui est bien meilleur que la France. » Donc, tant qu'on n'a pas réglé, je dirais, l'Europe et la façon dont on peut gouverner à l'Europe, on sera en difficulté pour avoir un projet français. Chaque fois qu'on aura de l'énergie et des résultats, ces résultats seront automatiquement pompés par les autres. Chaque fois qu'il y a une belle chose qui est faite en France, elle est pompée par d'autres sans avoir de retour. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet des équipements. Ça a été une des réussites quand même de la loi Braillard de mars 2017, le fait de pouvoir, à un moment donné, favoriser l'arrivée d'Arena. Je prends l'exemple de Strasbourg, parce que c'était quand même le cas le plus concret, de permettre à une collectivité locale de glisser
je dirais, à un club sa capacité d'exploiter, de se développer au travers d'un équipement qu'il gère lui-même. Ça, c'est important à ce niveau. Et tant qu'on restera sur, entre guillemets, à l'ancienne, hein, je dis bien l'ancienne, c'est-à-dire une collectivité locale, qui que ce soit, avec toutes les qualités, je ne suis pas là pour les critiquer, mais dans un modèle toujours de confier et être en difficulté de laisser vivre un club résident dedans, ça ne peut pas fonctionner. On va avoir un exemple très simple. C'est ce qui se passe au niveau de Paris avec le club de Paris Basketball, qui vient de monter en première division. Là, il a gagné son ticket. L'aréna de Porte-la-Chapelle qui va être construite, qui va être en service, je pense, en 2023, bon, lui est attribué. Et il va gérer tout son business au travers de ça. Je dirais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent public sur le projet de Paris. Parce qu'il y a une salle qui a été faite avec je dirais l'expertise de David Cam, l'Américain, qui est le président du club de Paris. Et ça, ce sera une réussite. On est sûr que ça sera une réussite. Donc, le deuxième dossier, c'est favoriser des projets d'équipement qui sont réellement dédiés à ça. Et ça, c'est important parce que et c'est peut-être une des conneries qu'on a tous fait au moment de la décentralisation. Nous, les premiers, les fédérations et nos clubs, on est allé chercher l'argent public facile pour avoir des subventions de fonctionnement, pour faire monter nos budgets. Et on n'a jamais vraiment cherché à développer l'équipement, l'outil, l'infrastructure. Et aujourd'hui, on le paye. On a des équipements qui sont obsolètes ou qui ne sont pas au niveau de la compétition aujourd'hui. Et ça coûte très cher d'en faire de nouveaux. Donc, je pense que là-dessus, il faut peut-être favoriser, alors je ne sais pas de quelle manière, mais favoriser le fait d'avoir des équipements dédiés qui permettent de générer je dirais des budgets supplémentaires et surtout laisser une maîtrise par les clubs. Je dirais c'est des choses qui sont importantes. Voilà. Après, que faire de plus? Je dirais le système de solidarité, la taxe Buffet, si déjà on avait la globalité sur la Française des Jeux, si on avait la globalité de tout ça, ben ça ferait l'agence supplémentaire pour le sport, avec une répartition qui serait peut-être meilleure. On laisserait plus tranquille le sport professionnel si déjà nos sports amateurs, on pouvait toucher ce qu'on devrait toucher. Voilà. Moi, je n'ai pas trop de solutions aujourd'hui. Hein. Et Martial Bellon nous a expliqué en audition quand même tout le côté laborieux hein, de la procédure hein, pour son aréna au niveau du SIG à Strasbourg. Ça a été très long, ça a été des procédures aussi là, avec les contentieux européens, y compris des dispositions comme ça qu'on avait introduites dans la loi nationale du 1er mars 2017. Ce n'est pas une garantie que ça marche après comme sur des roulettes sur le terrain quand on a cette capacité et cette ambition de faire des enceintes sportives et de pouvoir les maîtriser ensuite en exploitation. On tombe après sur des problèmes locaux très souvent. Hein. Ouais. Oui, et puis tu l'as dit, Régis, c'est des contraintes également au niveau européen, Ouais. sans compter le parcours administratif. Mais là, je veux dire que c'est un enjeu aussi dans beaucoup d'autres secteurs, la facilitation et l'accompagnement également des acteurs. Avec une forte chance, c'est d'avoir le crédit mutuel en plus. Je vous pose une colle. D'ailleurs, on a peu d'exemples dans l'évaluation de la Bob Brière à ce moment-là, puisque je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation de ce dispositif concrètement. À Bourg-en-Bresse. Je vous pose une colle. J'étais au All-Star Game de la NBA à la Nouvelle-Orléans il y a quelques années. Est-ce que vous connaissez la population de la Nouvelle-Orléans? Oui, moi j'y suis allé, oui. Régis, il y a combien à Nouvelle-Orléans? Quelle population? C'est 2 millions. Cédric? Je ne suis pas là, donc joker. C'est 400 000 habitants. Ah, merde. Ils ont une aréna de basket de 25 000 places et juste à côté, ils ont le Dôme Mercedes qui fait 39 000 places. Comment une ville de 400 000 habitants peut se payer deux équipements de cette qualité et surtout les rentabiliser parce que s'ils sont là, ils servent. Donc, ce modèle américain est quand même assez surprenant. Hein. Je pensais moi aussi qu'il y avait 2 millions d'habitants. Donc, voilà. Ouais. Alors, c'est intéressant comme comparatif, surtout pour le basket, parce que pour le coup, l'hégémonie américaine est bien présente sur cette discipline. Il y a quand même un maillon que vous n'avez pas évoqué et qui n'est pas forcément dans toute cette chaîne. C'est le maillon universitaire.
qui participe et à de la formation et à de l'incentive aussi positive, j'ai envie de dire, voire professionnelle, voire, enfin, voilà, d'un point de vue des études. Est-ce que là, il y aurait aussi quelque chose qui serait à faire, Oui. à refaire peut-être, puisque ça existait. Enfin, moi, je suis plus tout jeune, donc, mais je me rappelle avoir fait du sport en université. C'est une grande lacune du système français. On en parlait ce matin, j'étais en communication avec Tony Parker. On discutait d'une jeune brillantissime. Elle fait 2 mètres 3, brillantissime. Son projet, c'est aller à Harvard Université. Et aujourd'hui, elle est au centre fédéral à l'INSEP chez nous. Et nous, on est incapables de proposer un double projet de cette qualité. Et très souvent, on a de plus en plus de jeunes qui partent sur ce double projet à l'université américaine. Ils ont les capacités, parce qu'ils sont très bons au niveau du basket, de pouvoir avoir des avantages dans donc être dragués par les belles universités. Mais en plus, on leur propose un bagage universitaire à la sortie qu'on n'a pas, nous, en France. Et ça, dans nous, le basket, on a essayé de créer comme ça ce qu'on appelle des cubes, des projets universitaires basket. Mais ça reste très difficile parce que nos secteurs professionnels sont très souvent nos clubs dans les villes moyennes, donc loin de l'université. Donc, c'est quand même pas simple. On a des joueuses qui suivent des cours par correspondance d'un très bon niveau. En plus, on a des joueuses qui suivent je dirais, on est sur du Sciences Po, des choses comme ça, qui ont été adaptées pour ça. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, c'est une vraie lacune. Et on a de plus en plus de joueurs et de joueuses qui partent aux États-Unis par rapport à ce double projet. On sait que sur le projet sportif, c'est moins bon ce qu'on leur propose par rapport à ce qu'on sait faire chez nous en France. Mais bon, le double projet il est quand même important. Hein, voilà. Et ça, on ne peut pas faire. Là, ça renvoie plutôt aux lacunes de l'enseignement supérieur et de la relation à l'activité physique et sportive. Les universités n'ont jamais été, dans le parcours d'excellence que tu décrivais tout à l'heure, qui va du club amateur jusqu'aux équipes de France et la très haute performance, un maillon essentiel. Jamais. Jamais dans notre modèle à nous. C'est sûr. Et en plus, c'est vrai, le basket, c'est pour le coup vraiment un championnat où c'est les villes moyennes qui brillent quand même, globalement. Exactement. C'est très compliqué pour nous. Hein. Très compliqué pour nous et on ne voit pas la solution. On a essayé de creuser. Bon, on est en lien maintenant avec les universités. On va essayer au travers du 3-3, par exemple, d'initier les choses à l'université, mais on va être très très loin de ce qui se fait plus au niveau universitaire américain. On est très très loin de ça. Et il y a des régions, enfin, il y a quand même des expérimentations des initiatives que vous connaissez en France. Ouais, il y en a, mais c'est faible, je dirais. C'est vraiment du détail. Hein. On essaie d'initier un projet avec un joueur, une joueuse qui va à un moment donné avoir ce nouveau projet. Mais de dire que demain, une université est capable d'accueillir, je dirais, l'équivalent de centre de formation d'un club professionnel, ça n'existe pas. On parlait tout à l'heure, puisqu'on a été avec donc, le président Régis, co-rapporteur aussi d'une mission d'évaluation de la loi Braillard, qui se veut, en tout cas, être un premier maillon d'une réflexion sur la compétitivité, de mettre en place des outils. Il y avait cette volonté qui doit être appuyée, à mon avis, à vous entendre, en tout cas, c'est ce que vous plébiscitez, c'est-à-dire l'acquisition des infrastructures par les clubs. Il y avait aussi toute l'attention qu'on pouvait avoir, surtout dans des disciplines donc moins télégéniques, des disciplines sportives, c'est le soutien donc aux sportifs lui-même, soutien financier. Le pacte de performance est un outil. Est-ce que il y a aussi un autre outil qui a été mis à disposition, mais pour le coup, qui a été configuré, on va dire, en tout cas, on voit que la configuration correspond à simplement donc 2 disciplines télégéniques, pour le coup, le football et le rugby, à savoir le droit à l'image. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 2 dispositifs en termes d'impact et en termes d'évolution ou pas Ouais, bon, nous le premier, on n'est pas concerné parce que bon, nos joueurs touchent déjà de l'argent, c'est-à-dire que on est très loin, je dirais, de la difficulté que peuvent avoir des athlètes sur le quotidien.
Bon, je ne parle pas des joueurs majeurs qui jouent NBA, c'est hors course, mais les joueurs qui jouent en quatrième division, les joueurs français qui jouent en quatrième division, chez nous, gagnent de l'argent et ont une vie, je dirais, relativement, arrivent à s'en sortir, voilà, sur le plan financier. Donc là, pour nous, on peut pas, on n'utilise pas ce dispositif. Sur le deuxième, bon, on était preneurs. Nous, aujourd'hui, la difficulté de nos clubs, même si on a fait progresser les budgets, c'est la compétitivité qu'on peut avoir sur le plan européen. Les budgets moyens des clubs, on en parlait hier encore avec la Ligue nationale, c'était il y a quelques années encore, c'était 3 à 4 millions d'euros. On a maintenant des clubs qui dépassent les 10 millions d'euros. Exemple, Tony Parker, l'Asvel dépasse les 12. Mais 12, c'est énorme pour nous, mais c'est ridicule sur le plan européen. Il est d'ailleurs sur le bon niveau du classement. Parce que non seulement les budgets moyens pour être dans le top 8 d'Euroleague, ça dépasse 20 millions. Et le budget moyen pour être dans le top 4, c'est 25, voire 30. Quand on voit que Madrid est à 30, que Barcelone est à 30-35, mais quand on voit que le CSKA Moscou, il est plus près des 80. Et ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le coût salarial, c'est du traditionnel. Les charges qu'on paye sur les joueurs, etc., à comparer l'autre. Donc, moi, j'étais l'autre jour à Istanbul, aller voir du basket féminin. Je l'ai suivi avec un des gars qui était dans l'entourage, qui est un Français, qui s'occupe du club de foot, je crois que c'est Fenerbahçe. Bon, il m'a dit les tarifs, il m'a dit ce que payaient les charges payées par les clubs par rapport, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Donc, automatiquement, un joueur qui touche 10 en France, le club français paye 18 en gros, et le club, et les joueurs, on lui enlève 2. Donc, il touche 8 et le club a payé 18. Quand vous allez en Turquie, si vous payez 15, le joueur il a 15 et au bout du compte, le club il aura payé 15. Donc, automatiquement, tout ce qui va nous permettre d'être compétitifs sur le plan salarial, c'est important. Alors après, on a d'autres avantages sur la couverture, etc. Je dirais, il ne faut pas aussi tirer dans l'ambulance. On a quand même des avantages et les étrangers le savent globalement. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le dire. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que je discutais avec la fédération de volley et le volley, où ils ont notamment eu cette possibilité, cette chance d'attirer l'un des plus grands entraîneurs de volley, c'est un Brésilien. Et j'ai cru comprendre que le niveau de protection sociale, notamment pendant cette période de Covid, enfin, je veux dire, on a pu, là, autant on a été souvent qualifié, la France, comme un pays champion du monde de la taxation, et là, autant on a contrebalancé en étant considéré comme le champion du monde de la protection, en tout cas du salarié et de l'employé. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de le dire aussi, puisque c'est dans les coups durs qu'on voit aussi l'effet de la protection. Mais est-ce que votre réflexion, puisque Joe Biden s'est exprimé sur un impôt minimum mondial, je dirais, est-ce que ça voudrait dire, à vous entendre, hein, je réfléchis à voix haute, que vous seriez au niveau européen, je dirais, des accords de ce style qui concerneraient notamment donc, les charges, les charges donc, sociales et qui sont des charges de protection qui pourraient être discutées au niveau européen? Moi, je suis pour. À un moment donné, l'Europe doit se construire pour que tout le monde s'y retrouve quelque part. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, même si ça s'est un peu estompé. On avait nos meilleurs joueurs à l'époque qui partaient en Espagne. Ils faisaient 50 km quand ils étaient à Pau. Ils allaient jouer à Valladolid où ils touchaient trois fois plus de salaire, alors que les clubs ne sont pas plus riches. Quand on regardait les budgets moyens des clubs, on se dit comment ils font, mais il n'y a pas de charge. Donc, on a absolument besoin d'avoir ce rééquilibre. On le dit systématiquement. Alors, dans un sens et dans un autre. C'est d'accord. Nous, on parle de fair play. On est vraiment, en France, quand même, un pays qui fait bien les choses sur le plan du sport professionnel. On a ces DNCG, c'est-à-dire que globalement, c'est rare qu'un club se casse la gueule. Bon, on a des clubs. Quand je disais que l'Euroleague, le déficit cumulé, c'est 300 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui perdent de l'argent. Bon, très souvent, c'est le foot qui vient compenser
Nous, on n'existe pas chez nous. Quand à un moment donné, on parlait de Martial Bellon et la SIG, bon, quand la SIG il est déficitaire, c'est lui qui a trouvé des solutions. Hein. C'est quand même pas pareil. Donc là-dessus, on a besoin effectivement d'avancer. Voilà, d'avancer. Je pense que c'est important. Et là, peut-être que l'Union, là aussi, la présidence européenne, sur le sport professionnel, il y a peut-être des choses à dire. Voilà. Bon, on a parlé beaucoup d'excès, enfin d'excès, en tout cas de formes de régulation. Ça en vient une question d'ensemble. Est-ce que vous pensez qu'il manque une forme d'autorité indépendante du sport professionnel dans son ensemble et qui permettrait peut-être, dont un de juger serait d'être justement sur un même état d'esprit, j'ai envie de dire, et éviter peut-être donc à un moment donné, quelle que soit la discipline, mais de pencher vers un excès, soit de trop de dépendance, si vous voyez ce que je veux dire, ou trop de… voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui manquerait ou pas, comme on a parlé d'un maillon un peu manquant aussi sur l'université et sur une politique forte de sport universitaire? Moi, autant l'université, je trouve qu'il y a un manque, mais je ne suis pas persuadé qu'elle soit capacité de le résoudre. Oui. Autant, autant moi, je suis pour une relation de travail et de confiance par sport. Aujourd'hui, moi, ça se passe bien avec la Ligue nationale de basket. Et je dirais, chaque fois qu'on essaie de modifier ça, on remet, on fragilise les relations. Donc, moi, je crois qu'on a une délégation et on subdélègue. On est ensemble pour faire quelque chose. On est ensemble pour développer notre sport, je l'ai proprement. Ils ont leur spécificité. Là, par exemple, il y a une grande difficulté sur le basket français. On parle de grève, etc., de joueurs. Bon, aujourd'hui, moi, je les laisse faire. Ils sont dans la délégation, dans leur discussion. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Je ne suis pas persuadé qu'une autorité indépendante va solutionner le problème. C'est systématiquement la solliciter pour chercher l'arbitrage qu'aujourd'hui on a l'habitude de faire entre grandes personnes. Moi, je crois aux discussions face à face et de dire ben là, on déconne. Moi, je suis désolé, je déconne, ou toi, tu déconnes, il faut qu'on règle les affaires entre nous. Et pas aller chercher à un moment donné un tiers qui va. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Un tiers, c'est le lobbying, c'est tout ce qu'on veut. Et être capable de justifier à les gens qui, globalement, ne connaissent pas tout à fait les tenants aboutissants. Moi, je suis vraiment pour ce qui existe. On est dans le monde, les gens nous envient. Je dirais en France, c'est assez impressionnant. Il faut le comprendre ça. Moi, je siège à la FIBA. Bon, tout le monde me connaît. Je connais tout le monde. Je dirais le système français, mais tout le monde en rêve. Ces problèmes, qu'à un moment donné, il a fallu que moi j'aligne la Ligue et les clubs par rapport à des difficultés avec le cas, je l'ai fait. Taper du poing sur la table, je l'ai fait. J'étais le seul en Europe à pouvoir le faire parce que le système me protégeait. Vous vous rendez compte, l'ACB, qui est vraiment dans le système que veut aujourd'hui les ligues, la Ligue espagnole, elle est indépendante. Elle n'a des comptes à rendre qu'au gouvernement et pas à sa fédération. Donc, c'est le bordel. Et c'est le bordel. Et moi, l'Allemagne, c'est le bordel. Je peux vous le dire, tous. Hein. La France, tape du poing sur la table. Ils n'aiment pas, c'est en ligne. Et c'est comme ça parce que le système nous protège. Si on perd cette subdélégation, je dirais avec cet endroit privilégié où on peut conventionner, on peut partager, on peut s'entraider, parce qu'on s'entraide, ils sont dans la merde, on est derrière. On subdélègue, donc on est quand même là, c'est quand même nous les grands frères. On est là. Et on n'est pas là pour leur taper dessus, on est là pour les aider, pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils se développent, parce que s'ils développent, on se développe. Donc après, vous n'empêchez pas le problème de personne, automatiquement. Il y a toujours pareil, les problèmes d'ego, les problèmes de « je suis plus fort que toi », etc. Mais mis à part ça, si on arrive à traiter les affaires, nous, on traite collectif. La réunion du 30, moi, je viens avec 3 ou 4 vice-présidents, il vient avec 3 ou 4 vice-présidents. Donc, c'est un travail collectif. Ce n'est pas un face-à-face, je dirais, pour savoir qu'est-ce que je vais obtenir de plus que la fois d'avant. Ce n'est pas le but. C'est comment on peut faire pour mieux progresser ensemble. Bien, mes chers collègues, si jamais il n'y a plus de questions à adresser à Jean-Pierre Suta, je vous propose qu'on s'achemine vers la fin de notre audition. Cédric, plus de questions? Non, non, président.
je n'ai pas de main levée non plus, côté Sophie Met ou Florence Corandier. Donc, on va libérer Jean-Pierre. Je sais qu'il y a un grand oral au CNOSF. J'y vais, je me prépare. Il y a un grand oral bientôt, non? Oui, j'y vais. Bon. Eh ben, écoute, Merci à vous. bon trajet jusqu'au Ça fait CNOSF. plaisir. Merci, Président. Merci. Merci beaucoup pour la contribution. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.